le premier, j'ai commencé, Antoine, tu fais le deuxième. Donc, merci M. Kramp de s'être déplacé. Vous avez en face de vous M. Kramp, plus de 2000 salariés, des membres du conseil de la CPME et du MEDEF, quelques membres du conseil aussi de la Fédération du bâtiment, quelques membres extérieurs, satellites de l'organisme. Ensuite, les présidents de groupe distilleront l'information que vous allez donner ce soir. Donc, vous avez un quart d'heure et une minute, on y va continuer. Feu Jérôme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Messieurs les présidents, bonsoir. Merci en tout cas de nous avoir invités à pouvoir s'exprimer devant vous ce soir. Je souligne cette initiative qui est pour moi très importante et j'apprécie d'autant plus les thèmes que vous avez souhaité aborder ce soir parce que je vous connais dans ces interrogations qui vous préoccupent, le travail du futur député qui devra en permanence se préoccuper de son territoire, avoir bien sûr son rôle d'élu national, de siéger à l'Assemblée, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, mais être en capacité en permanence de mesurer les impacts de chaque loi, de chaque décision sur son territoire et notamment sur le monde économique que vous représentez. Et ça, je pense qu'il faut s'en donner les moyens et c'est en faisant un travail de terrain, de proximité, en étant un acteur de la vie économique de son territoire que l'on peut être un parlementaire à la hauteur de ses ambitions. Ma candidature à cette fonction de député, c'est tout d'abord une candidature de passion, une candidature de territoire. Je suis né dans les Pyrénées et je n'ai jamais quitté mon département et mon village de Bordères-sur-l'Échesse. Je suis attaché à mon territoire, je suis également à mettre à profit de ce territoire mes diverses expériences. Tout d'abord, mon expérience dans la vie publique, parce que je suis maire de Bordères-sur-l'Échesse. J'ai été élu en 2008, maire adjoint à l'associatif à l'urbanisme. Je suis devenu maire en 2017. Réélu en 2020, je suis également vice-président de la communauté d'agglomération d'Arles-de-Pyrénées. Cette vision d'élu, elle est pour moi aussi essentielle, puisque les travaux qui sont faits au niveau de l'Assemblée nationale impactent aussi nos collectivités qui sont un donneur d'ordre important pour vous, les entreprises de notre territoire. C'est aussi avec mon expérience professionnelle, je dirais même mes expériences professionnelles, que je veux demain siéger à cette assemblée, puisque j'ai débuté ma carrière dans la fonction publique. Je suis un ancien de l'Arsenal de Tarbes, un ancien du GIAT. J'ai poursuivi ma carrière au sein du ministère de la Défense et j'ai quitté la fonction publique en 2011 pour créer ma propre structure. Aujourd'hui, je suis gérant de 2 bureaux d'études qui emploient au total 20 collaborateurs. Un bureau d'études spécialisé dans le bâtiment et un autre bureau d'études spécialisé dans les métiers de l'eau et l'assainissement. Avec ces différentes visions de l'activité économique et de l'activité générale de notre territoire, je veux porter à l'Assemblée la voix de notre département et de ses spécificités, la voix de la ruralité, la voix de la montagne, la voix aussi des TPE, des PME qui font la richesse de notre département, puisque nous avons la chance sur les Pyrénées d'accueillir des grosses entreprises autour de Tarbes, autour de la plateforme aéroportuaire, mais aussi beaucoup de TPE qui sont localisées sur l'ensemble du département, sur les zones d'activité qui ont été développées par les intercommunalités et qui font la force de notre territoire. Un domaine, les TPE, PME, que je connais puisque je fais partie de cette force de travail, cette force économique, et je sais qu'elles ont besoin d'être accompagnées, elles créent de l'emploi, elles fixent de l'emploi sur notre département et elles contribuent au dynamisme de nos communes. Je vais donc aborder les différents thèmes que vous avez souhaité qu'on évoque ce soir devant vous, et à commencer par la redynamisation des centres-villes et souligner là l'action qui est menée par les collectivités, si on parle de notre agglomération, par la ville de Tarbes et la communauté d'agglomération, souligner également l'action qui a été mise en œuvre par le gouvernement et qui sera prolongée jusqu'en 2026, à savoir l'action Cœur de Ville, qui concerne 222 villes sur le territoire et 7 milliards de budget destinés à promouvoir ces centres-bourgs. Vous dire qu'il est, à mes yeux, important que l'on puisse avoir en permanence un diagnostic en temps réel de ce qui est la vie de nos centres-villes, un outil de diagnostic, un outil qui permette de mesurer la vacance des locaux commerciaux et des locaux de services, et faire en sorte que demain on puisse reconcentrer l'activité commerciale, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dents creuses, et un peu comme cela est fait dans les centres commerciaux, qu'on vienne de créer des zones
de rencontre, des zones de convivialité au cœur des commerces, s'adapter également à l'évolution du commerce en pratiquant, s'il y a lieu, du remembrement de locaux commerciaux, s'adapter à la nouvelle demande du commerce, des surfaces d'exposition de plus en plus importantes. Également, accompagner les porteurs de projets et, je dirais, sous la forme d'un guichet unique, pouvoir permettre à un investisseur, quel qu'il soit, qu'il puisse rencontrer dès les premières rencontres les acteurs et les décideurs locaux qui lui faciliteront l'implantation et l'installation et éviter pour tout chef d'entreprise que nous sommes d'avoir à passer un peu trop de temps dans des démarches administratives qui seraient néfastes et préjudiciables à la réactivité. Également, il est pour moi important d'accompagner de manière fiscale le commerce de proximité et faire une différence avec le commerce en ligne, faire en sorte que le commerce physique soit compensé et que les charges d'exploitation, les charges de locaux puissent être compensées par une défiscalisation adaptée et faire que demain ce commerce de proximité puisse être pérennisé. Et bien entendu, si on veut générer de la fréquentation en centre-ville, c'est aussi en mixant l'activité entre l'activité de commerce et l'activité de loisirs. L'activité de service à usage fréquent est bien entendu par aussi une rénovation des logements en centre-ville, ce qui est aujourd'hui déjà enclenché et qui mérite d'être approfondi avec des aides ciblées notamment sur de la rénovation thermique. Et c'est en créant cette fréquentation en centre-ville et en améliorant l'accessibilité et notamment la piétonisation des centres-bourgs, qui pour moi est une condition essentielle à la fréquentation des commerces, on pourra demain redonner du dynamisme à nos centres-bourgs. Ensuite, vous parlez de formation, et de formation notamment sur notre territoire. Les formations sur notre territoire, je pense qu'elles doivent d'une part tenir compte bien sûr du tissu économique qui compose notre territoire, à savoir le tourisme, l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'aéronautique, le ferroviaire, la céramique, des métiers à technicité élevée, tout ce qui touche également aux énergies renouvelables, et puis faire en sorte que demain les cursus de formation professionnelle qui seront proposés sur notre territoire, et je pense notamment à l'IUT et à l'école des ingénieurs qui, j'espère, demain pourront se regrouper et offrir sur Tarbes un véritable pôle universitaire compétitif, des formations qui devront suivre les besoins et faire en sorte qu'aujourd'hui la pénurie de recrutement qui concerne les divers secteurs que j'ai énumérés auparavant puisse être pourvue et qu'on puisse former des jeunes sur les métiers dont on a besoin sur notre territoire, et cela, ça passera par une concertation, une association entre les entreprises et le monde de la formation pour que les formations puissent s'adapter en temps réel aux évolutions des métiers, que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie ou dans l'hôtellerie, le tourisme, et même à anticiper les évolutions et que demain on n'ait pas des périodes creuses où ce manque de main-d'œuvre tel que nous le vivons à l'heure actuelle dans les divers domaines soit préjudiciable à cette reprise d'activité, et notamment je pense aussi à la saison dans tout ce qui est la partie tourisme. Je suis également convaincu que l'alternance et l'apprentissage sont des filières de formation qui sont adaptées pour l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, et même si aujourd'hui de gros efforts sont faits pour promouvoir ces types d'éducation, je pense qu'on peut aller encore plus loin et aujourd'hui inciter les entreprises qui convertiront cet apprentissage par des contrats à durée indéterminée, sous forme de gratification ou autre, faire en sorte que demain les entreprises soient encore incitées, accompagnées dans cette démarche de formation professionnelle. Et enfin, conclure sur ce sujet en disant qu'il est pour moi urgent que l'on remette un véritable lien humain entre le monde étudiant et le monde du travail, et qu'on arrête de faire choisir des carrières professionnelles à nos jeunes à travers une plateforme numérique qui s'appelle Parcoursup, et qu'enfin on fasse toucher du doigt les métiers qu'on peut découvrir sur notre territoire. Et je veux souligner ici les initiatives qui sont menées sur notre département. Je pense notamment aux journées portes ouvertes du bâtiment, au salon Épivag qui a eu lieu dans la vallée des Gaves, également aux opérations TAF qui ont été menées par la région 2 fois sur Tarbes. Ce type d'initiative, il émane de ces organisations professionnelles et il est vraiment honorable et il permet aux jeunes de se rendre compte que sur notre département, il y a une multitude de métiers dans divers niveaux de compétences et avec des facilités de déroulement de carrière proposées à tout le monde.
Quelques mots sur l'agriculture, qui est une des forces économiques de notre territoire, et une agriculture qui est en difficulté à divers titres, notamment par la perte des exploitations, puisqu'on a perdu en France en 30 ans la moitié des exploitations agricoles, et c'est le cas aussi sur notre département, lié à plusieurs facteurs. D'une part, le manque d'attractivité du métier, notamment la vision à moyen terme des revenus qui sont fournis par ce métier-là, le manque de rigueur dans l'application des lois qui ont été votées au niveau national, et je parle là des lois EGalim, y compris dans sa version 2, qui font qu'aujourd'hui les contrats qui ont été signés entre les agriculteurs et les distributeurs ne sont pas respectés, surtout ne permettent pas d'avoir une visibilité à long terme sur les revenus, et notamment des contrats qui ne prennent pas en charge, qui ne prennent pas en compte l'évolution du coût des charges. Et lorsqu'on se dit comme aujourd'hui des prix de l'énergie qui ont augmenté de 30 à 62% sur le type d'énergie, cela devient aujourd'hui insupportable pour les agriculteurs. Une reprise d'activité aussi rendue difficile par l'accession au foncier. Alors même si aujourd'hui en Occitanie il y a millions d'hectares disponibles et que la région Occitanie, par l'intermédiaire d'une foncière, est en train de mettre en place un outil d'accession au foncier, il y a aujourd'hui un écueil fiscal lorsqu'il s'agit de reprise d'activité d'exploitation familiale qui fait que cela échoue. Il y a lieu là aussi de réfléchir à mettre en place demain des outils, surtout des allègements fiscaux qui permettront aux enfants d'agriculteurs de pouvoir reprendre l'exploitation et ne pas se retrouver face à cette étape infranchissable. Et enfin, parler d'un sujet important qui concerne l'agriculture, à savoir l'eau. On a la chance sur notre département d'avoir de l'eau en abondance sur notre zone de montagne, mais d'arriver également à une autre période de l'année à manquer d'eau sur la partie nord du département. Et je pense qu'il est urgent de se mettre autour de la table, toutes forces confondues, institutionnelles et diverses organisations professionnelles, et faire en sorte que demain on puisse sécuriser cette ressource à eau et répondre aux besoins, un besoin qui a été quantifié, puisque le projet de territoire qui a été élaboré sur le nord du département fait aujourd'hui ressortir un besoin de 5 millions de mètres cubes d'eau qui doivent être stockés afin de permettre d'une part aux agriculteurs de pouvoir irriguer leur culture, mais également un sujet important, pouvoir permettre à nos stations d'épuration de pouvoir continuer à fonctionner, parce que si demain on a un niveau d'étiage qui est insuffisant dans nos cours d'eau, on ne pourra plus faire fonctionner nos stations d'épuration et ça deviendra alors là un problème dramatique. Donc cette ressource en eau, elle mérite d'être sécurisée. Je pense qu'il faut briser les tabous et se mettre autour de la table et avancer sur ce sujet-là. Deux mots sur l'aéroport d'Arbelourde-Pyrénées. Tout d'abord, vous dire que je me réjouis que le tribunal administratif ait rendu une décision qui fait que l'activité de la ligne va reprendre au mois de juillet. Pour moi, cette liaison aérienne est indispensable. La connexion des Hautes-Pyrénées avec la capitale, c'est un outil économique, un outil touristique, un outil de développement qui doit perdurer. J'espère que demain, cette concurrence entre les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, menée bien sûr unilatéralement, je ne dirai pas de quelle part, cessera et fera en sorte que l'on puisse avoir entre Tarbes et Pau une exploitation commune de ces deux aéroports, pourquoi pas avec la même compagnie, soit avec les mêmes conditions tarifaires, et faire en sorte que cette concurrence cesse, parce qu'on a besoin, autant eux que nous, d'avoir un aéroport proche qui fonctionne. Vous avez souhaité que je vous parle du tourisme et de nos vallées, et qui est un sujet important. On a cette richesse à notre Pyrénées d'avoir un tourisme qui fonctionne en été, un tourisme qui fonctionne en hiver, mais un tourisme qui doit aussi s'adapter aux évolutions climatiques. C'est là une inconnue, mais c'est une inconnue qu'il faut mesurer et surtout prendre en compte dans les investissements qui seront faits à l'avenir. Le tourisme à montagne est en augmentation, c'est lié certes au phénomène Covid, mais c'est aussi, je dirais, une évolution des mentalités, mais un tourisme qui est de plus en plus demandeur de qualité. Et je pense que demain, il faudra, sur notre département, répondre à ce besoin et être en mesure de proposer aux touristes une offre globale de qualité, avec des activités qui ont évolué, de la randonnée, du VTT, du thermoludisme et d'autres activités ludiques, mais tout ça avec autour des services de qualité, répondre à cette offre globale d'hébergement, de restauration, de services, que ce soit pour la pratique du cyclisme ou toute autre discipline. Et ça, c'est un travail qui devra être mené par les socioprofessionnels, avec l'accompagnement, bien sûr, des collectivités et puis des politiques et parlementaires pour répondre, parce qu'on a un véritable potentiel. Je pense qu'il faut continuer à le développer.
Et enfin, un sujet également important, c'est l'accès à nos vallées, l'accès en montagne, et notamment le dernier kilomètre. Lorsqu'on parle de mobilité, on a des sites naturels qui méritent d'être connus et donc qui aujourd'hui accueillent de plus en plus de monde. Cette surfréquentation, il faut la gérer, s'y adapter, et pourquoi pas demain, et je pense que c'est même indispensable, mettre en place des moyens de transport, des moyens de transport propres qui permettront d'amener les touristes sur nos sites naturels, faire en sorte qu'on n'accumule pas les véhicules en haut de montagne, et puis également se mettre autour de la table pour anticiper les conflits d'usage qui viendront demain entre les différentes pratiques qui se déroulent sur nos massifs, que ce soit la randonnée, la chasse, le pastoralisme, et que chacun trouve sa place et son temps pour se réaliser. Un dernier point sur nos vallées concernant le foncier et l'urbanisme. Et là, je pense qu'il y a aussi un sujet préoccupant. Le foncier sur nos vallées qui a pris une valeur très importante ces dernières années, liée notamment au phénomène de résidences secondaires qui sont venus s'implanter et qui aujourd'hui posent un problème, à savoir que les enfants de nos villages dans la vallée ne pourront plus bâtir. D'une part lié au prix du foncier et d'autre part lié également à la disposition du foncier, à savoir l'application de cette fameuse loi ZAN, qui pour moi est une aberration. Je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui faire de l'aménagement du territoire par l'application d'une simple formule mathématique qu'on trouverait normale d'application entre des villes comme Toulouse et d'autres villes comme Gavarnie ou Argelès-Gazost. Le développement territorial, le développement local, c'est l'affaire des élus de proximité, c'est quelque chose qui doit être fait en concertation avec le monde économique, avec le monde agricole, et ça ne doit pas être l'application d'une formule mathématique. Il en va demain de la pérennité de nos communes, de la pérennité de nos écoles, de l'accueil de nouvelles familles, du renouvellement de générations dans nos villages, et c'est pour moi demain un sujet qui doit être préoccupant, qui va être traité en urgence. Les décrets d'application ne sont pas sortis, donc il y a encore temps d'agir, et je m'engage devant vous demain à intervenir à ce sujet-là. Pour parler de Lourdes et dresser un constat rapidement, Lourdes en 2019 c'était 3 millions de nuitées, en 2020-2021 c'était 80-90% en moins de fréquentation. Cette année 2022 qui s'annonce, elle est à mes yeux, et après avoir également échangé à diverses reprises avec les professionnels du domaine, l'année de tous les dangers, une année d'une part qui voit les aides de l'État disparaître, une année également qui voit arriver de nouvelles formes de fréquentation, à savoir un tourisme individuel qui petit à petit prend la place au tourisme de groupe qui faisait, je dirais, la force de Lourdes. Un tourisme individuel qui a de nouvelles habitudes de consommation avec des réservations au dernier moment, comme l'ont fait nombre d'entre nous, mais qui ne permet pas aux professionnels du tourisme lourdais d'avoir une visibilité, qui ne permet pas aux professionnels du tourisme d'investir dans la rénovation de leurs outils de travail, et qui derrière provoque également une chute d'activité dans les métiers du bâtiment, notamment de la rénovation thermique, tout ce qui est climatisation et autres. Donc cette année 2022, elle va être difficile, et je pense qu'il est important que l'on soit les élus parlementaires aux côtés des professionnels, et puis surtout qu'on écoute les professionnels, parce que ceux qui connaissent le métier et ceux qui connaissent comment demain doit évoluer Lourdes, ce sont les professionnels en priorité, et je pense que c'est un véritable travail de concertation qui doit être mené pour que demain Lourdes puisse se réinventer, puisse s'adapter, puisse se retrouver de sa splendeur et être un véritable produit d'attractivité pour notre département. Et je finirai par aborder quelques petits sujets rapidement, parler notamment de la commande publique, un sujet que je connais bien puisque je suis maire et également chef d'entreprise, et dire que cette commande publique, elle doit aussi s'adapter et faire en sorte qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir, cette hausse des matériaux, ce soit également, je dirais, l'État qui en prenne sa charge, et que demain les collectivités voient leur subvention réindexée sur cette évolution du prix des matériaux, et faire en sorte que les projets qui ont été initiés par les collectivités il y a quelques mois puissent voir le jour et puissent donc du coup provoquer de l'activité pour les entreprises que vous représentez tous aussi. Et je suis également convaincu que la commande publique doit aussi être un outil facilitateur à l'économie locale, et notamment en termes de trésorerie. Et je pense que demain, il sera important de modifier un petit peu ces règles-là et faire en sorte que les avances qui sont payées aujourd'hui sur les marchés de travaux puissent être augmentées, et que ce ne soient pas les entreprises qui fassent la trésorerie des collectivités, mais bien l'inverse.
Et enfin, parler un petit peu de TPE-PME, puisque c'est le sujet ce soir. Donc, comme je vous ai dit, je suis convaincu de la richesse de nos structures. Mais ces TPE-PME, elles ont aussi besoin d'avoir droit à une différenciation, une application des règles, et que demain, la fiscalité qui s'applique à nos entreprises de taille réduite soit adaptée et que l'on puisse se retrouver d'une part de la compétitivité et qu'on puisse également revaloriser le travail de nos salariés. Donc, je veux bien qu'on entende parler de revaloriser le SMIC à 1 500 €. Pour moi, ce n'est pas un aboutissement, c'est bien plus loin qu'il faut aller, c'est revaloriser le travail à condition de donner les moyens aux entreprises que vous êtes et que nous sommes en appliquant des règles fiscales et sociales différenciées pour les entreprises qui créent de l'emploi, qui développent et qui créent de l'emploi local. Et enfin, faire en sorte aussi que tout le monde lutte à armes égales et que les statuts qui ont été créés il y a quelques années pour exercer de l'activité professionnelle soient aujourd'hui des statuts, pourquoi pas, je parle là du statut d'auto-entrepreneur, soient des statuts qui permettent de se lancer dans la vie professionnelle, mais que ce ne soit pas un statut qui se pérennise et qui crée une concurrence déloyale par rapport aux entreprises du bâtiment, et vous êtes nombreux dans la salle à être ici ce soir. Et je finirai un dernier point sur l'emploi. Donc l'emploi, je le disais à l'intro de mon propos, qui est aujourd'hui une véritable problématique dans tous les domaines, de difficulté à recruter, un emploi qui manque d'attractivité, un emploi également qui est souvent lié à l'activité du conjoint. Et je pense qu'il est aussi indispensable que demain, toutes les forces puissent se mettre autour de la table et imaginer un guichet d'accueil où les personnes qui viendront travailler dans notre département pourront également avoir une offre globale, trouver de l'emploi pour les conjoints, trouver des formations pour leurs enfants et redonner de l'attractivité à notre territoire. Et un point sur l'emploi des saisonniers, qui est aussi aujourd'hui un sujet qui pose problème à l'amorce de la saison d'été. L'emploi des saisonniers qui doit aussi s'adapter à une demande et à une nouvelle pratique et faire en sorte que les saisonniers qui ont la chance de pouvoir travailler sur notre territoire en été ou en hiver puissent avoir une assise juridique qui leur permettra demain de pouvoir aller contracter un prêt de banque ou autre et imaginer des groupements d'employeurs qui permettront à ces saisonniers d'avoir tout au long de l'année une couverture sociale et avoir également une vision et une pérennité qui leur permettra d'avoir un véritable projet de vie et faire en sorte qu'on les garde sur notre territoire et que le problème que nous vivons aujourd'hui ne se reproduise pas. Je conclus juste la dernière phrase, juste pour vous dire que l'emploi, le pouvoir d'achat, la croissance, ce sont les entreprises qui en seront les acteurs, à condition de leur en donner les moyens. Je vous remercie de votre attention. Désolé, mais il faut quelqu'un qui peut jouer le maître des ordres. Oui, ça dépassé. Je dirais la même chose qu'au premier, la CPE de Pyrénées vous fera passer propositions sur lesquelles nous avons réfléchi pour cette prochaine mandature. Je recevrez ça prochainement. C'est dans le cadre du CAP France PME. J'espère que vous saurez retenir un certain nombre de propositions. Je m'y attacherai, c'est sûr. Merci Jérôme. Le timing est au bout. Pas une chose à dire. On te réinvitera.